Ici Satou. Quand j'entends l'expression « sainte femme », j'imagine une mage douée en magie sacrée ou une guérisseuse talentueuse, pas seulement une sainte. J'ai probablement dû blâmer les mangas et les jeux vidéo. Maître, nous sommes arrivés à la cité sainte. Ce n'est qu'après l'observation de Lisa que j'ai réalisé que la charrette s'était arrêtée. J'avais passé le temps dans la calèche à réfléchir aux solutions pour la pauvreté dans la province de Parion et je n'avais pas remarqué que nous étions arrivés à destination. Nous sommes descendus de la calèche et avons continué à pied, car une foule chaotique s'était rassemblée devant la cathédrale. Je vois beaucoup de blessés. C'est peut-être aujourd'hui le jour de la guérison du pontife? Je ne savais pas si c'était à date fixe, mais la place était certainement bondée de malades et de blessés, comme à notre arrivée. Il est là? C'est monsieur le pontife, monsieur. Le pontife Sarsari est sorti de la cathédrale, caché par des rideaux suspendus de tous côtés. La foule se prosterna aussitôt, me permettant de bien voir où se trouvait le pontife. Le sage l'accompagnait de nouveau. Une lumière bleue éclatante s'éleva au-delà du rideau et commença à se répandre sur la place. Au même moment, le tissu flotta, et j'aperçus le pontife et sa longue barbe blanche. Je ne pus m'empêcher de penser qu'il avait l'air très fatigué. Peut-être que l'utilisation de sa compétence unique était pénible pour lui, surtout à son âge avancé. C'est agréable, je sens la fatigue du voyage s'estomper. Mia et Lulu se penchèrent vers la douce lumière. La compétence unique du pontife, guérison de tous, semblait nous avoir atteints. Maman, tes brûlures vont mieux. La fièvre de mon fils a baissé. La lumière semblait avoir guéri les blessures et les maladies dans la foule. J'entendis les gens célébrer le miracle du pontife entre eux. Nous avons tellement de chance. Tellement de bénédictions. Le pontife est vraiment l'apôtre de Parion. Hurrah pour le pontife. Gloire à la déesse Parion. Les fidèles commencèrent à acclamer le pontife avec des larmes de gratitude. Je serai prêtre quand je serai grand pour vous être utile, pontife. Moi aussi, je vais travailler dur pour vous. Moi aussi. Tandis que le pontife s'éloignait, Mondondé, écoute attentive, capta les commentaires des jeunes garçons et filles au visage frais dont les parents avaient été guéris. Il semblait épuisé lorsque je l'aperçus une dernière fois à travers le rideau, mais les déclarations pures des enfants lui firent sourire. Il tituba en rentrant, et le sage dut le soutenir. Allait-il vraiment bien? Cela fait un bail que nous ne sommes pas allés à la salle céleste. Ce soir-là, nous nous sommes réunis dans la salle céleste, au sommet de la grande cathédrale, pour participer au banquet de célébration du pontife. C'est étrange d'organiser une fête dans une institution religieuse, cependant. Ce n'est pas si différent d'une réception de mariage à l'église, si? J'imagine que ceux-ci ont généralement lieu à l'extérieur de l'église. Ça sent bon? J'ai hâte de découvrir les plats proposés, monsieur. Il paraît qu'il y a beaucoup de plats à base de chèvre. Après le discours du pontife dans la salle céleste, le banquet aurait lieu dans une salle de réception un étage plus bas. Les filles bêtes humaient avidement les légers parfums de cuisine qui montaient du rez-de-chaussée. Des instruments. Mia aperçut un groupe de musiciens s'installer dans un coin. C'est un instrument vraiment impressionnant. On dirait presque qu'ils ont collé deux harpes ensemble pour former un chœur. Quel nombre de cordes incroyables. Je suis curieuse de savoir comment ça sonne, je vous le dis. Mia, Lulu, Arisa et Nana se dirigèrent vers l'orchestre. J'aurais voulu les accompagner, mais je dus résister et saluer les autres invités. Sœur Satou, une surprise des plus agréables. Monsieur Kwando, samouraï de l'Empire Saga et maître du style Shinkage adoré de Pochi et Tama, s'approcha de moi. Derrière lui se trouvait Rudoruu, un autre samouraï, maître du style Ziguin. Vous êtes rentré aujourd'hui? Tel le chevalier noir de l'Empire Saga, Sir Ryukon, le duo de samouraïs était rentré chez lui pour un temps sur le sous-marin dimensionnel Jules Verne avec le groupe de Hayato et nous tous. Cependant, leur groupe de reconnaissance étant resté dans un repère du mal, ils allèrent récupérer leurs hommes et s'assurer de leur retour sains et saufs. Non, nous sommes rentrés hier. Voyant leur fatigue, je leur demandai s'il avait eu du mal à récupérer leur escouade. Eh bien, le retour n'a pas été un problème, en soi. Ils me donnèrent une explication évasive jusqu'à ce que je parvienne à lire entre les lignes. D'après ce que l'on entendait, leur supérieur, Sir Ryukon, essaya de leur laisser toute la tâche de retrouver leurs hommes et de rentrer chez eux afin qu'ils puissent retourner dans l'Empire Saga à bord d'un dirigeable à grande vitesse, et ils eurent beaucoup de mal à l'arrêter. Je suis sûr qu'il souhaite rapporter la défaite du Seigneur Démon à Sa Majesté l'Empereur et se réjouir de sa récompense, et pourtant. Ouais, c'était vraiment mal vu de laisser ses subordonnés en expédition alors qu'on rentrait d'abord. Eh bien, si ce n'est pas l'honorable chevalier du temple qui s'est fait assommer par le Seigneur Démon. Je plains la pauvre épée sacrée qui doit supporter un manieur aussi indigne. Comment osez-vous? Je ne veux pas entendre une moquerie des chevaliers du Saint-Parion de la part d'un scélérat en armure inoxydable. Juste à ce moment-là, nous entendîmes des voix se disputer bruyamment. Le chevalier noir et le manieur de l'épée sacrée, Sir Metzalt, se disputaient à nouveau. Ces deux-là ne s'entendent vraiment pas.
Encore une fois, hein? J'aimerais tellement qu'il s'évite simplement pour célébrer, au moins. Les deux samouraïs échangèrent des regards là. Après avoir poussé un soupir, ils se dirigèrent rapidement vers la source des cris pour tirer leur supérieur d'une énième dispute. Les deux samouraïs retinrent le chevalier noir, tandis qu'un groupe de prêtres formait une barrière humaine pour séparer physiquement le chevalier du temple, les forçant à se disperser dans des coins opposés de la pièce. Cela devrait maintenir le calme un moment. Bientôt, l'orchestre commença à jouer de la musique avec des instruments folkloriques traditionnels de la province de Parion, dissipant l'atmosphère pesante. Bien que j'ai déjà entendu ces instruments dans les rues de la ville, ces musiciens avaient un style bien plus raffiné, conférant à leur musique une puissance émotionnelle suffisante pour me toucher. La joueuse de la harpe double en forme de cœur que Mia et les autres observaient était particulièrement talentueuse. C'était une prêtresse de la province de Parion, portant le titre d'élève de la sainte musicale Solulunia. Le nom de son maître me semblait familier. L'instrument sacré de l'époque de l'Empire de Flux porte bien son nom. Oui, on sent vraiment le poids de l'histoire dans ses sonorités. Mon don d'ouïe aigu me permit d'entendre cette conversation entre deux prêtres élancés. Vu l'intérêt de cet instrument, j'espérais en acquérir un, mais ce ne serait peut-être pas possible s'il s'agissait d'une relique d'une civilisation disparue il y a des siècles. Plus tard, je pourrais peut-être demander aux musiciens s'il était possible d'en obtenir une réplique. Tandis que j'écoutais la belle musique, le pontife et le cardinal d'Obunaf arrivèrent. Le chevalier noir de l'Empire des Sagas et le duo de samouraïs, ainsi que les capitaines des groupes d'éclaireurs, furent appelés au premier rang pour commencer la cérémonie. Nous rejoignîmes les chevaliers du temple au premier rang pour assister à la cérémonie. Le chevalier noir et les deux samouraïs avaient déjà été généreusement récompensés par le pontife, ainsi que le groupe du héros, l'utilisateur de l'épée sacrée et le mien, mais ils participaient désormais à la cérémonie en tant qu'officiers commandants des groupes d'éclaireurs de retour. Les escadrons de prêtres, les informateurs du sage et tous ceux qui avaient apporté leur soutien et leurs renseignements pour la défaite du seigneur démon allaient être récompensés ultérieurement, une fois tout rentré sain et sauf. La cérémonie prit fin juste au moment où je commençais à entendre un battement rythmique dans les estomacs de Pochi et Tama, et les prêtres nous conduisirent tous à la salle de banquet. Les assiettes sont très jolies, monsieur. La nappe aussi? Sur une nappe blanche brodée de fil bleu se trouvait un assortiment d'assiettes en porcelaine et de vaisselle parfaitement polies, scintillant à la lumière des chandeliers enchantés. On se croirait à un dîner au paradis. Lulu sourit. Des plaques nominatives. Maître, il y a des noms à chaque place, je vous informe. Donc, nous n'avons pas à nous soucier de notre place. Après l'observation de Lisa, un prêtre nous guida vers nos places respectives. Nous étions assis près du pontife et du cardinal, mais pas directement à côté d'eux, car le porteur de l'épée sainte et le chevalier noir occupaient les places d'honneur. Heureusement, le duo querelleur était de chaque côté de la table, le pontife au milieu. Nous espérions donc pouvoir manger notre repas en paix. Nous remercions la déesse Parion pour nos bénédictions quotidiennes. Comme il sied à une nation religieuse, le repas commença par une prière à Parion. Une série de plats de plus en plus élaborés de la province de Parion furent servis les uns après les autres. La cuisine faisait bon usage des fruits de mer livrés de la porte ouest spécialement pour l'occasion, et même les évêques et les pasteurs, habitués à la gastronomie, poussèrent des soupirs de satisfaction et se léchèrent les lèvres. Aubergines, un délice. Les aubergines grillées et les légumes grillés à la flamme sont délicieux. Ces plats à la sauce au coquillage sont vraiment délicieux, je les félicite. Les légumes frais étaient manifestement un mets délicat dans une nation désertique comme celle-ci. Ils étaient vraiment délicieux, surtout avec la préparation experte qui faisait ressortir leur saveur naturelle. La subtile acidité de la sauce au yaourt lui conférait un goût unique et délicieux. Le poulet frit est délicieux? Ce long et fin Monsieur Hambourg est délicieux aussi, monsieur. Pochi faisait référence à un plat de chèvre haché, grillé dans une sauce sucrée épicée, qui ressemblait à un pain de viande. Un peu plus de croquant ne me déplairait pas, mais ce serait un péché de demander plus devant un repas aussi somptueux. Comme nous étions à un banquet chic, Lisa ne pouvait pas croquer dans les crevettes et les petits crabes avec leurs carapaces, de peur d'attirer les regards étranges des autres convives. Tu n'aimes pas ça, Arisa? Arisa était restée silencieuse un moment, alors je l'ai doucement poussée. Je ne dirais pas ça. C'est juste que, sachant qu'il y a une grave pénurie alimentaire dans la ville voisine, c'est difficile d'en profiter sans culpabiliser, tu vois? Ah, c'est donc ça qu'elle pense? Non, Arisa. Manger et savourer de délicieux mets est respectueux des êtres vivants sacrifiés pour ce repas, je le déclare. Elle a raison, Arisa. Au lieu de culpabiliser, c'est bien plus ton genre de réfléchir à ce que tu peux faire pour aider ces gens, tu ne trouves pas? Je suppose que oui. Oui, tu as raison. Je sais apprécier la bonne nourriture et trouver des solutions. Oui, Arisa. C'est logique, je te le dis.
Nana et Lulu finirent par convaincre Arisa de reprendre courage et de commencer à manger. Après le banquet, Arisa et moi allions discuter de solutions pour les citoyens affamés et démunis. Après le dîner, nous retournâmes à la salle céleste pour discuter et écouter de la musique. Une scène était maintenant installée dans la salle, où des femmes en robe de prêtresse exécutaient une danse lente et rythmée. Malgré leur tenue modeste, leurs mouvements étaient plutôt sensuels. As-tu trouvé la nourriture à ton goût? Tandis que j'observais la danse, un verre à la main, le pontife Sarsari et le sage s'approchèrent de nous. Oh oui, tout à fait. Rien n'égale le goût des légumes cultivés par des citoyens qui n'ont même pas assez à manger. Encore furieuse des scènes malheureuses dont nous avions été témoins dans la région, Arisa lança une pique inhabituellement acerbe au pontife. La cible parut triste, mais bien sûr, les gens autour de lui réagirent plus vivement. Quelle fille horriblement impolie! Comment osez-vous parler au pontife de cette façon? Les pasteurs qui suivaient le pontife et le flattaient se tournèrent vers Arisa avec rage. Un instant, vous ne devez pas blâmer cette jeune femme. Chère jeune fille, c'est bien ce que vous dites. Plutôt que de se mettre en colère, le pontife empêcha les pasteurs de l'accuser et se baissa à la hauteur d'Arisa pour lui parler sincèrement. Il est vraiment honteux pour nous, qui prêchons les saints enseignements, de jouir d'un tel luxe alors que notre peuple ne mange pas à sa faim. J'y pense souvent. Si seulement nous pouvions partager avec la population les extravagances inconsidérées servies lors de tels rassemblements. À en juger par son ton et son expression, le pontife ressentait vraiment cela. Votre grâce, la précipitation ne vous servira à rien. La seule façon d'atteindre votre noble idéal d'apporter la prospérité à tous est d'avancer progressivement, une mesure à la fois. Le sage apaisa le pontife autodéprécié. Je sais, Sorehero, grâce au Nilbok que vous avez acquis lors de vos voyages à l'étranger, le nombre de morts par famine a considérablement diminué. Si seulement nous pouvions régler le délicat problème de la pisciculture. Le Nilbok, ce légume au goût répugnant qui ressemblait à une carotte noire, était donc l'une des acquisitions du sage. On aurait dit qu'il s'efforçait de concrétiser l'idéal du pontife. Arisa, manifestement arrivée à la même conclusion, inclina humblement la tête devant le pontife. Je suis désolé, j'ai parlé sans connaître toute l'histoire. Ce n'est pas grave, sans des âmes courageuses comme vous qui expriment leur opinion, nous risquons de nous habituer à la situation actuelle, de la déplorer sans rien faire pour y remédier, et de sombrer dans l'inaction. Le pontife accepta magnanimement ses excuses. Bien dit comme toujours, votre grâce. Notre pontife a une âme si généreuse. Moi, Giusos, je suis profondément touché par les paroles de votre grâce. Les pasteurs présents ne tarirent pas d'éloges creux sur le pontife. Visiblement, ils avaient déjà oublié Arisa et son commentaire. Je suis content qu'ils aient tous réglé les choses à l'amiable, du moins, c'est ce que je pensais, jusqu'à ce que je remarque le cardinal, debout à l'écart, fixant le pontife d'un air impassible. Je suppose qu'il n'avait guère d'estime pour ses intentions et ses idéaux. Si seulement il laissait sa grâce se reposer. Le sage semblait excédé par les complices du pontife. Je m'excuse pour l'emportement de mon vassal, sire sage. Absolument pas, sa grâce a déjà accordé son pardon. De plus, un héros qui a contribué à la défaite du seigneur démon a bien droit à un ou deux faux pas. Le sage ne semblait pas particulièrement gêné, balayant l'incident d'un revers de main. Le pontife a parlé de pisciculture, tout à l'heure. Ont-ils des difficultés techniques avec ça? L'aquaculture vous intéresse? Je pensais juste pouvoir apporter mon aide. Malheureusement, le problème réside dans la répartition de la magie à l'échelle de la ville. Personne ne pourrait faire la différence seul. Le cœur de la ville manque peut-être de magie? Même s'il voulait l'alimenter avec un four magique, la province de Parion ne semble pas avoir assez de cœur pour tout le monde. Hélas, si nous avions assez de pierres d'eau 3 fois plus hautes qu'un homme pour en placer une dans chaque ville, il n'y aurait pas de problème. Mais si c'était le cas, nous pourrions cultiver bien plus de légumes et de céréales sans avoir besoin de cultiver. Malheureusement, même moi, je n'avais pas beaucoup de grosses pierres d'eau en stock. J'avais une énorme quantité de pierres de feu des labyrinthes, et quelques pierres de vent et de glace géantes des montagnes du Dragon Noir, mais pas beaucoup des autres éléments. Utilise-ci, Tama sortit une petite pierre d'eau de son sac d'effet. Elle l'avait probablement ramassée dans une section submergée du labyrinthe ou sur la route du sucre. HRM. Le sage fixa la pierre que Tama lui tendit un instant, puis retourna sa paume et la transforma en fleur. Miaou, la pierre s'est transformée en fleur, monsieur. Tama et Pochi écarquillèrent les yeux devant le tour de passe-passe du sage. Ça aussi, c'est du ninjutsu. Tu veux essayer? Ouais, Pochi aussi, monsieur. Sur ce, le sage tendit à Tama et Pochi une fleur et une pierre à eau. Malgré l'enthousiasme des filles, elles ne parvinrent pas à l'imiter aussi facilement sans aucune connaissance en tours de magie et en prestidigitation, et leurs premières tentatives se soldèrent toutes par des échecs. Pourtant, elles persévérèrent avec détermination, illuminant les visages des adultes autour d'elles. Grâce à Pochi et Tama,
l'atmosphère pesante de la pièce s'apaisa considérablement. Monsieur Satou, que font Pochi et Tama, hein? Des tours de magie, je vois, puisque vous le dites. Monsieur Kwando et Monsieur Rudorou s'approchèrent d'un pas nonchalant en savourant un vin fruité de la province de Parion. Kwando et Rudorou, monsieur. Dès qu'elles aperçurent le duo de samouraïs de l'Empire Saga, Tama et Pochi abandonnèrent leur tour de magie et coururent vers elles. Elles s'étaient rapprochées lors de leur entraînement, d'où la joie sur le visage des filles lorsque le samouraï leur caressa la tête. Sire Satou, puis-je vous demander quels sont vos projets pour la suite? Si vous souhaitez visiter l'Empire Saga, je vous recommande de venir avec nous à bord de notre dirigeable, j'ose dire. J'apprécie votre proposition, mais nous devons d'abord parcourir les régions occidentales pour le travail. Techniquement, c'est mon travail de vice-ministre du tourisme, même si nous allons surtout nous détendre et faire du tourisme. C'est bien ça? Alors, peut-être aimeriez-vous rencontrer le général samouraï de l'île de la Fumée Noire ou le maître forgeron du mont Titan? Ah, comment sont-ils? Leur nom semblait assez explicite, mais je me suis dit que ça ne coûterait rien de demander. Nous ne les avons jamais rencontrés en personne, j'ose dire. Le général samouraï est réputé pour être le samouraï le plus talentueux de tout l'Occident, si fort que même le héros a offert une place dans son groupe. L'île de la Fumée Noire est le lieu de rassemblement des samouraïs qui ont quitté l'Empire Saga. De nombreux styles d'épée s'y côtoient et se développent de manière unique. Je suis sûr que ce serait un entraînement précieux pour quelqu'un qui aspire à devenir samouraï, comme Pochi. C'est incroyable, monsieur. Pochi veut s'entraîner, monsieur. Pochi sautillait d'excitation. Et les ninjas, je crois qu'il y en a aussi qui ont atterri là-bas, même si j'en entends peu parler. Trop mauvais? Les oreilles de Tama s'aplatirent de déception, et Rudorou lui tapota la tête. Quel genre de personne est ce maître épéiste? Je m'enquière. Nous ne nous sommes jamais rencontrés non plus. Ils ont servi le héros précédent, le prédécesseur de Sir Hayato, et ont également été les professeurs de Sir Juleberg, des 8 épéistes de Shiga. Ruzu et Fifi ont dit un jour, maître épéiste, c'est une façon trop polie de le dire. Plutôt un monstre d'épée, ou une bête d'épée. Si cet épéiste a enseigné à Sir Juleberg et a suscité une telle réaction chez des guerriers comme Ruzu aux oreilles de tigre et Fifi aux oreilles de loup, il devait être vraiment impressionnant. Dans ce cas, j'aimerais beaucoup demander un combat. Oui, Lisa, je veux me défendre contre la lame d'un maître épéiste, je le déclare. Lisa serra le poing, le regard brûlant, et Nana prit la même pose, quoique sans expression. Malgré le contraste de leurs visages, elles voulaient toutes deux clairement s'entraîner avec ce maître épéiste. On dirait que notre itinéraire se remplit vite. Ça me va, il n'y avait pas d'urgence pour ce voyage. On pouvait y aller étape par étape. Monsieur RR, ne fais pas cette grimace, Mia. Il semblerait qu'il y ait un endroit appelé la Tour du Sage, dans les régions occidentales. Tu pourrais y apprendre de nouvelles magies. Intéressée, Mia gonfla les joues d'un air boudeur, jusqu'à ce qu'Arisa pique sa curiosité. Je me demandais si la tour avait un lien avec ce sage, Sorehero. Quoi qu'il en soit, j'étais moi-même très intéressée, ne serait-ce que pour savoir s'il avait un moyen de retransformer les chimères du royaume de Yowork en formes humaines. Alors, c'est la demeure du cardinal. Le lendemain du banquet, je visitais la demeure du cardinal d'Obunaf, numéro 2 de la province de Parion. J'y étais invitée à déjeuner après le banquet, sans que je sache vraiment pourquoi. La calèche qui venait me chercher franchit les portes sans s'arrêter et se dirigea vers le parking à l'entrée. Une ombre noire. En entrant, je vis quelqu'un tout de noir vêtu, ce qui était inhabituel dans la province de Parion, où les vêtements blancs ou beiges étaient courants. Au début, je pensais que c'était le sage qui me rendait visite, mais d'après mon écran de réalité augmentée, c'était en fait son apprenti. Il était probablement chez le cardinal pour une commission. Bienvenue, Sir Pendragon. C'est un honneur d'être invité dans votre magnifique demeure. Le cardinal vint me saluer personnellement à l'entrée et me conduisit à la salle à manger. Je remarquai aussitôt que la longue table au centre de la grande pièce était dressée uniquement pour lui et moi. Mal à l'aise, je décidai de demander ce qu'il désirait avant le déjeuner. Alors, si je pouvais vous demander de quoi vous souhaitiez discuter avec moi aujourd'hui. Cela peut attendre après le repas. J'ai préparé quelques spécialités occidentales pour votre palais. J'aimerais beaucoup connaître votre avis. Oh là là, ça a l'air intéressant. Je décidai de me concentrer sur la nourriture pour l'instant et de laisser ces affaires attendre. Après tout, les bons plats sont bien plus importants que de telles questions. Pour l'apéritif, nous avons acheté du Miséricorde divine de Chérifardo, l'état judiciaire. Il a la rare particularité d'être un alcool qui ne provoque ni gueule de bois ni ivresse. Une petite quantité d'un liquide ambré fut versée dans un verre transparent, et un doux parfum de miel me parvint subtilement aux narines, suggérant qu'il s'agissait d'une sorte d'hydromel. Ah, c'est bon. Un si bon breuvage est gaspillé pour les habitants de Chérifardo. Bien qu'il s'agisse d'une dégustation, le cardinal vida son verre d'un trait. Je suppose que c'était l'un de ses préférés.
Je comprends pourquoi ces ascétiques du temple central d'Urion sont si réticents à s'en séparer. De toute évidence, le temple principal d'Urion se trouvait dans ce lieu chérifardeau. Après notre dégustation, le cardinal hocha la tête, et le serveur remplit nos 2 verres de la fine liqueur dorée. Portons un toast. Nous levâmes nos verres à la santé et au bonheur de chacun, et je portai mon verre à mes lèvres. Le doux goût de miel et la légèreté de l'alcool chatouillèrent mes papilles, suivis par le parfum des fleurs riches en nectar qui emplit mon nez. C'était sans aucun doute l'un des hydromels les plus délicieux que j'ai jamais goûté. Le seul qui pouvait le surpasser était l'hydromel elfique de premier choix que j'avais bu dans la forêt de Bolénan. Nous savourâmes nos boissons en silence jusqu'à ce que le premier plat soit servi. L'entrée vient de la République d'Aubert, le pays de l'amour et des fleurs. C'est une salade, fleur d'amour, préparée selon le principe du « soupir de la déesse ». Celle-ci est particulièrement spéciale, car nous avons fait appel à un chef directement de la République d'Aubert pour créer la sauce top secrète. Oh, engager un chef étranger juste pour une entrée? Quel luxe! Il y avait une fleur sur le dessus, faite de fines tranches de jambon et de gélatine. Non, attendez, d'après mon écran de réalité augmentée, c'était de vraies fleurs. Elles étaient comestibles, pas seulement une garniture. Ce n'était peut-être pas si inhabituel, puisqu'il existait des fleurs comestibles comme les chrysanthèmes et les pissenlits au Japon. Même si c'était déjà un régal pour les yeux, le chef observait dans l'ombre, visiblement perplexe, alors j'ai décidé de m'attaquer à ma part. Quelle sensation intéressante! Les fleurs roses, qui ressemblaient à du jambon fin, se sont brisées en morceaux dès que je les ai mises en bouche, laissant un goût sucré et légèrement acide en se dissolvant. Les fleurs que je prenais pour de la gélatine fondirent sur ma langue en une lente et savoureuse diffusion, suivie d'un éclat de gaz carbonique. Après l'âcre fleur pétillante, la vinaigrette secrète au miel enveloppa ma langue d'une douce douceur, nettoyant mon palais sans laisser d'arrière-goût. Il me fut ainsi facile de savourer les saveurs variées de la salade, sans l'influence des autres saveurs et sans avoir besoin de boire régulièrement. Quelle sensation en bouche agréable! Et le goût est excellent. Je comprends pourquoi l'envoyé du temple central de Tenion n'arrête pas de s'en vanter. Oups, j'étais trop concentré sur la dégustation. Lorsque le cardinal exprima ses pensées à ma place, le chef caché derrière un pilier poussa un soupir de soulagement. Ils me demandèrent également mon avis, alors j'essayais de leur faire comprendre à quel point c'était délicieux sans trop en dire. La soupe vient du royaume de Pialorque, le pays de la transformation. Permettez-moi de vous présenter une soupe arc-en-ciel à la gloire du dieu héros, aromatisée à votre goût. Vous pouvez utiliser les assaisonnements des autres plats comme bon vous semble. À côté du bol de soupe ambrée se trouvait un assortiment de petits plats en forme de coquillage. Outre du sel gemme et du poivre, ils étaient également garnis de poivre en poudre et même de cannelle. En mélangeant les assaisonnements avec la cuillère en forme de cure-oreille, la couleur de la soupe changeait. C'était un plat tout droit sorti d'un monde fantastique. Quant à la dégustation, essentielle, la base de la soupe, sans aucun ajout, avait un goût crémeux assez classique. Cependant, lorsque j'ajoutais les assaisonnements dans l'ordre recommandé, le goût se dégradait à chaque fois. C'est une soupe très inhabituelle. Comme le goût change à chaque assaisonnement, elle est savoureuse jusqu'à la dernière goutte. Inutile de mâcher mes mots. Le temple central de Zaikyon a toujours été bien trop vantard. Visiblement, le cardinal n'appréciait pas la soupe non plus. Dès que nous avons posé nos cuillères, le plat suivant a été apporté. En arrière-plan, les serveurs et le personnel de cuisine s'efforçaient d'assurer le bon déroulement du repas. Ce plat de fruits de mer vient de l'Alliance Garléon, surnommée la Nation maritime. Il s'appelle thon.tp et kraken à la sauce au vinaigre et à la fleur, digne d'une légende. Les prêtresses du temple Parion ont nettoyé minutieusement les miasmes, alors savourez-le sans crainte. J'imagine que c'est un peu comme un carpaccio de thon et de poulpe. Les sashimi finement tranchés étaient généreusement disposés, comme des fleurs. L'assiette généreusement garnie était conçue pour ressembler à la lame du thon.tp. Peut-être que sa forme d'épée était ce qui le rendait légendaire. Délicieux. Dès que je l'ai goûté, je me suis exclamé sans réfléchir. Le thon.tp avait une saveur riche qui fondait en bouche. En s'estompant, il a été suivi par le doux parfum de la sauce au vinaigre. Le kraken était croustillant, ferme et tout aussi savoureux. La seule façon d'obtenir cet effet était de le tuer avec brio dès sa capture et de le servir rapidement. Ce plat a été le fruit d'un excellent travail. De plus, le carpaccio frais était très rafraîchissant dans une région aussi chaude. Je suis ravi qu'il vous plaise, Sir Pendragon. Vous semblez bien connaître les krakens. Sont-ils courants dans les mers du royaume de Shiga? On n'en trouve pas souvent au large des côtes, mais on en voyait souvent près de la péninsule et sur la route du sucre. Comme je les attrapais à chaque fois que je les voyais, il y avait plus de chair de kraken poulpe et de kraken calmar dans mon entrepôt que je ne pouvais jamais en manger, surtout compte tenu de leur taille gigantesque.
Alors que nous discutions des monstres des mers de Shiga, le carpaccio disparut en un clin d'œil. Heureusement, j'avais une bonne idée du vinaigre à utiliser pour la sauce, ce qui me permit de reproduire le plat pour mes amis une fois tous les ingrédients réunis. Le plat suivant fut servi sur un plat de service recouvert d'une cloche en argent. Le plat de viande du jour est la renaissance du mouton roi orange, beignet de soleil, originaire du royaume de Sanya, le pays du soleil. La bête a été démantelée sur place après la chasse, et sa viande a été placée dans une boîte à objets munie d'une pierre de glace, transportée du royaume de Sanya par avion grâce à 3 wyverns au total. Le chef hautement qualifié qui l'a préparé a été formé au royaume de Sanya pendant 10 ans et y a même travaillé comme chef royal. Savourer chaque bouchée, cela semblait être le plat principal, à en juger par l'explication enthousiaste du maître d'hôtel. L'assiette présentait plusieurs préparations de viande, des côtes rôties à la sauce à l'orange devant, du pâté de foie avec un pain naan fin à droite, du ragoût d'aba à gauche, et au centre du plat profond, de la cervelle de mouton roi orange mijotée au miso. Sœur Pendragon, si c'est la première fois que vous goûtez ce plat, je vous recommande de commencer par le plat creux du milieu et de procéder dans le sens des aiguilles d'une montre pour éviter tout mélange de saveurs. Vous pouvez aussi vous rincer la bouche avec de l'eau citronnée. Le cardinal était très aimable. En tant que gourmet, il considérait peut-être qu'aider les autres à savourer la nourriture était aussi important que de la savourer lui-même. Je le remerciais pour son conseil et dégustai une bouchée dans l'ordre qu'il suggérait. Malgré son apparence élastique, la cervelle mijotée au miso cédait sous ma cuillère comme du tofu. Je la portais à mes lèvres avec un peu de bouillon et la laissais glisser dans ma bouche. La première saveur que je goûtais fut celle de la soupe moelleuse. À base de bouillon et de lait de coco, elle purifiait mes papilles en passant sur ma langue, faisant ressortir la saveur délicate et la texture visqueuse de la cervelle. C'était délicieux. J'avais hésité un peu à goûter la cervelle de mouton, mais maintenant je devais résister à l'envie de tout dévorer. Le foie que je goûtais ensuite était riche et savoureux, sans le goût désagréable de sang ou de cuivre auquel on pourrait s'attendre. Même quelqu'un qui n'aime pas le foie pourrait probablement l'apprécier. Ensuite, je goûtais les côtes rôties. Le gras était très savoureux. Au lieu d'utiliser un couteau et une fourchette, je tentais de le manger avec les mains, sur la suggestion du cardinal, ce qui me combla de satisfaction pendant une attente qui éveilla mon appétit débordant. Il fallait que je trouve un moyen de faire goûter ce plat aux filles bêtes. Finalement, je savourais la variété des textures du ragoût d'aba, puis me rinçai la bouche avec de l'eau citronnée et recommença. Bien que le plat fût copieux, je répétais le cycle des délices jusqu'à ce que mon assiette soit vide. Les prêtres du temple central d'Éralion ont raison d'être fiers de ce plat. Sans ces scorpions embêtants dans la mer de sable, nous pourrions commercer bien plus librement avec eux. Finissant son plat devant moi, le cardinal marmonna pour lui-même en sirotant son vin. En dessert, nous vous proposons une fontaine sacrée du savoir, façon lave, saveur jardin de fleurs, provenant de la Tour de la Sagesse, dans la cité-État de Calizorque. Une gelée transparente et des fruits globuleux nous furent présentés dans des verres à cocktail sur une grande assiette. Le serveur se pencha par-dessus mon épaule et tapota la gelée de fruits avec ce qui ressemblait à un pilon en verre. Aussitôt, la gelée prit une teinte vermillon éclatante et des pétales se déversèrent sur les parois du verre, sur l'assiette, telle de la lave jaillissant d'un volcan. Une sauce florale était déjà présente dans l'assiette, créant un léger dégradé lorsque les fruits s'y déversèrent. Quel spectacle délicieux, dis-je au cardinal, qui parut tout aussi surpris que moi. On dirait que même ces rustres obsédés par la recherche du temple central de Parion sont capables de divertir les gens. Le cardinal s'éclaircit la gorge, puis prit sa cuillère. Je pris une bouchée du dessert après l'avoir contemplé un peu plus longuement, curieux de savoir s'il était aussi délicieux qu'il en avait l'air. Bien que la gelée soit juste une gelée normale, le fruit qui produisait la couleur vermillon avait une saveur délicieuse. La douceur du fruit rond adoucissait la légère acidité. En plus d'être coupés en sphères parfaites, certains étaient enrobés de sucre ou d'une couche de gelée. C'était si savoureux que j'ai fini par laisser le verre à cocktail impeccable. Finalement, j'ai savouré mon déjeuner tant redouté avec le cardinal bien plus que je ne l'aurais cru. Il s'entendrait peut-être bien avec les deux nobles gourmets du duché d'Ugosh ou le premier ministre du royaume de Shiga. Du commerce, dites-vous. Après un repas des plus satisfaisants, nous sommes allés au salon pour l'essentiel. C'est exact, je veux développer les échanges commerciaux avec le royaume de Shiga. Alors, allez-y, augmentez-les. Réaliser l'idéal du pontife nécessitera plus d'argent que ne peuvent le permettre les impôts et la charité. C'est pourquoi je souhaite développer nos échanges commerciaux. Cela semble être un bon plan, mais je suis ministre du tourisme, pas diplomate. Je n'ai aucune autorité sur le commerce extérieur, même si je peux certainement informer le service compétent. J'ai déjà vu des navires de commerce de la province de Parion dans le royaume de Shiga.
Il était sûrement inutile de me demander une présentation maintenant. Oui, je sais, nous faisons déjà du commerce avec le duc ou gauche de Souto-Handel et le vice-roi de Tartumina, le comte Oinen. Mais ce n'est pas suffisant. La soie de jade et autres spécialités locales n'attireront pas l'attention des marchands de la mer intérieure. Ah, il veut donc un nouveau produit? Au fait, la mer intérieure, dont il parlait est une crique au centre des régions occidentales, reliée à l'océan à son extrémité occidentale et s'étendant loin vers l'est. Son nom rappelle la Méditerranée en Europe sur Terre. Le commerce avec les régions occidentales a prospéré par la mer intérieure. Les plats que nous venons de déguster étaient également acheminés par bateau. Mais grâce à ce transport maritime florissant, il y a toujours une demande pour de nouveaux produits. Le cardinal me regarda droit dans les yeux. En tant que vice-ministre du tourisme, vous devez connaître les spécialités locales de votre royaume, n'est-ce pas? Et on m'a dit que vous exploitiez même une flotte de navires marchands sur la célèbre et dangereuse route du sucre. Je ne m'attendais pas à ce qu'ils connaissent la compagnie commerciale du Pendragon. C'est une collecte de renseignements particulièrement impressionnante dans un monde où l'information circule si lentement. Je ne suis qu'un investisseur dans cette compagnie commerciale. Sa gestion relève de ceux qui la dirigent. Parfait. S'il y a un profit à faire, les marchands s'y intéresseront. Sur ces mots, le cardinal déploya un parchemin sur la table. C'était une liste de produits coûteux du royaume de Shiga, dont certains dont je n'avais jamais entendu parler et d'autres que j'avais déjà vus là-bas. Je fis semblant d'examiner attentivement la liste tout en utilisant le sort de magie spatiale téléphone pour contacter la directrice de la compagnie Eshigoya. Elle me confirma qu'ils étaient tous susceptibles d'être très rentables. Même si leur prix de marché variait ici, le gain valait probablement le risque de perdre des navires marchands à cause des tempêtes ou des monstres. C'est une liste très alléchante. Si cela ne signifiait pas mettre des vies humaines en jeu. Vous n'avez pas l'air très enthousiaste, hein? Eh bien, je m'inquiète pour la sécurité de l'équipage lors d'un voyage aussi long. Un tel risque est naturel. Tout marin digne de ce nom est un joueur prêt à risquer sa vie pour l'espoir d'un gros profit. Peut-être, mais les mers de ce monde sont bien trop dangereuses. Même si j'étais prêt à financer des marins déjà en quête d'un nouveau départ, comme avec la compagnie commerciale du Pendragon, j'hésitais à mettre des vies en danger pour mon propre bénéfice. Et je serais prêt à fournir une lampe et un prêtre pour l'entretenir pour chaque navire de la flotte. Alors, il n'y aurait aucun problème, n'est-ce pas? Il faisait référence à la lampe de Parion, qui était apparemment un répulsif à monstres utilisé en haute mer. La plupart des monstres craignaient la lumière et évitaient les navires. Cela dit, ce n'était pas une solution idéale, car des monstres des profondeurs ou des cieux pouvaient attaquer de toute façon. En utilisation normale, elle ne durerait au mieux que le temps d'un aller-retour jusqu'à l'Alliance Garléon, à l'extrémité de la mer intérieure, loin de là jusqu'au royaume de Shiga. Cependant, si un prêtre spécialement formé à l'entretien d'une lampe était à bord, le navire pourrait faire l'aller-retour jusqu'au royaume de Shiga. Il y a quelques zones dangereuses, comme l'île de la Fumée Noire, mais ce serait bien plus sûr que de voyager sans lampe. On m'a dit que les marins de ce pays craignent les tempêtes et les mers agitées bien plus que les monstres. Le cardinal semblait confiant. J'ai de nouveau contacté le directeur de la compagnie Eshigoya par téléphone et, avec ma voix de Kuro, j'ai expliqué qu'un cardinal de la province de Parion m'avait contacté pour échanger les objets de la liste mentionnée précédemment. Elle approuva la proposition avant même que je puisse parler de la préparation des navires pour le voyage. Elle me dit avoir des pistes sur un capitaine et un équipage expérimenté, alors je laissai le reste entre les mains expertes du directeur. Très bien, si vous avez une telle confiance en la question, j'y réfléchirai sérieusement. J'ai juste besoin de temps pour discuter avec la société commerciale avec laquelle je travaille fréquemment. Excellent, je serai ravi de vous fournir un messager Viverne pour remettre votre lettre. Le cardinal me serra la main, plein d'entrain, et me parla de la meilleure cuisine des terres entourant la mer intérieure. J'appris que de nombreux nobles et artisans avaient émigré vers les régions occidentales à la chute de l'Empire Flu, ce qui avait donné naissance à une culture culinaire et artistique particulièrement riche. J'avais hâte de faire quelques haltes et d'explorer, en plus de la formation de mon groupe. Au fait, Sir Pendragon, connaissez-vous l'une de ces substances? Le cardinal fit signe à un serviteur, qui posa 2 fioles en forme d'ampoule sur la table, l'une rouge et l'autre violette. D'après mon écran de réalité augmentée, la fiole rouge contenait une version concentrée d'une potion démoniaque appelée « potion archidémoniaque », tandis que la fiole violette contenait une potion de récupération magique appelée « stimulateur magique à haute concentration ». Les deux étaient indiqués comme drogues illégales mortelles dans la colonne des notes. Non, je n'en ai jamais vu. Je vois, elles ont été trouvées dans une base de la Lumière de la Liberté, sur le territoire de la Porte Ouest. Si elles n'ont jamais été trouvées dans le royaume de Shiga, il s'agit peut-être de drogues récemment développées. Sans surprise, ces drogues illégales mortelles étaient liées à la secte Lumière de la Liberté,
vénérant le seigneur démon. Quels sont leurs effets? Un condamné à mort de niveau 3, ayant bu la potion archidémoniaque rouge, s'est transformé en une créature grotesque à la stature d'ogre et s'est déchaîné. 3 chevaliers du temple de niveau 30 ont finalement réussi à le maîtriser, mais pas avant que 6 gardiens de prison ne soient tués. On m'a dit que le prisonnier avait une personnalité lâche jusqu'à ce qu'il boive la potion, après quoi il est devenu aussi violent qu'un chameau enragé. Ce serait alors un véritable problème s'il produisait et distribuait en masse une telle drogue. Est-il redevenu normal après avoir été maîtrisé? Non, il semble qu'il soit mort peu de temps après. La drogue est probablement destinée uniquement à fabriquer des soldats sacrificiels. Ces cultistes de seigneurs démons commettent des actes absolument horribles. En tant que responsable de la justice, le cardinal doit considérer une telle arme terroriste comme une menace sérieuse. Et que fait la drogue violette? On ne sait pas. Ils l'ont essayé sur 3 condamnés à mort et n'ont pu que confirmer que cela leur avait rendu leur magie, comme son nom l'indique. Quelques secondes après l'avoir bu, ils ont tous saigné par tous les orifices et sont morts. Oh, je ne voulais pas imaginer ça. Quelle drogue dégoûtante, c'est une idée effrayante. Comment traite-t-on ces substances dans la province de Parion? On s'en débarrasse, évidemment. Je n'ai conservé que ces 2 échantillons pour les signaler au pontife. Le reste a été versé dans le sable et réduit en cendres sous ma supervision directe. Il fallait les détruire avant que des bellicistes ne les voient, sinon la province de Parion déclencherait la poudrière des régions occidentales. Ah oui, la province de Parion sert de médiateur dans les conflits entre les régions occidentales, aux grandes dames des nations qui veulent entrer en guerre. Alors que j'en parlais au cardinal, une prêtresse en formation, vêtue d'une tenue de servante, lui a apporté une lettre. Sœur Pendragon, celle-ci est pour vous. Le cardinal sortit une seconde enveloppe, contenue dans la première, et me la tendit. Bien que je n'ai pas reconnu le sceau de cire, mon écran de réalité augmentée m'indiqua qu'il s'agissait de celui du sanctuaire de la Sainte Femme. De la Sainte Femme? Je retirai le sceau et découvris que la lettre à l'intérieur était une invitation de la Sainte Femme. Pourquoi avait-elle été livrée au manoir du cardinal? Ma confusion dut se lire sur mon visage, car le cardinal croisa mon regard et me parla de sa lettre. Elle me demandait de vous la transmettre. Utiliser la 2e personne la plus puissante de la province comme passeur? C'est osé. Pourquoi lui, et pas moi? Ma compétence, oui aiguë, capta un grognement discret du cardinal. De toute évidence, son léger mécontentement était dû au fait que c'était moi qui étais invoqué à sa place, et non à son utilisation comme livreur. Je ne pouvais pas lui en vouloir d'être déçu, car j'avais entendu dire au village des adeptes que la Sainte Femme était une belle femme aux cheveux noirs. Écoutez, Sire Pendragon, la Sainte Femme est médium de la Grande Parion elle-même. Elle a consacré sa vie entière à la déesse Parion, une véritable sainte femme parmi les saintes femmes. Soyez extrêmement prudent et ne l'insultez en aucune façon. En quittant le manoir, le cardinal me lança ce dernier avertissement. Il semblait sincèrement dévoué à la sainte femme. On dirait bien le sanctuaire de la sainte femme. Le lendemain de ma visite au manoir du cardinal, je me rendis chez la sainte femme. Bien que j'étais la seule invitée, le reste de mon groupe m'accompagna jusqu'au portail, impatiente de voir à quoi ressemblait cet endroit. C'est magnifique. Les joues de Lulu s'empourprèrent d'admiration en levant les yeux vers le sanctuaire de la Sainte Femme. Des fleurs de lotus flottaient dans les cours d'eau qui bordaient le bâtiment blanc, lui aussi décoré de fleurs épanouies et d'une végétation luxuriante. Jolie, Mia sortit un luth de son coffret d'effets et commença à gratter un air. Boum! Pendant ce temps, Tama sortit son carnet de croquis et s'assit à côté de Mia pour commencer à dessiner. Le sanctuaire de la Sainte Femme semblait les avoir touchés. J'étais curieuse de voir quel genre de chansons et d'images elles allaient produire, mais l'heure de mon rendez-vous était presque arrivée. J'ai laissé Lisa et Arisa diriger le groupe et me suis dirigée seule vers le sanctuaire. Lorsque je fus arrêtée à l'entrée, il me suffisit de leur montrer ma lettre pour confirmer ma présence. Elles semblaient déjà savoir que j'étais attendue. Le sanctuaire de la Sainte Femme est par ici. Une prêtresse en formation à la voix douce et claire me guida. Il y avait au moins 5 prêtresses et damoiselles au sanctuaire de la Sainte Femme possédant la compétence « oracle ». C'était bien plus que la moyenne des autres nations, mais ce n'était pas surprenant, puisque cette nation portait le nom d'une déesse. Madame, Sire Pendragon est arrivé. La prêtresse en formation me fit signe d'entrer dans le sanctuaire. Une lumière bleue scintillait dans l'air pur et frais. Chaque inspiration était bénie, emplissant mon corps d'une euphorie sacrée. C'était une sensation étrange mais agréable. La vieille dame assise sur le canapé semblait être la Sainte Femme. D'après mon écran de réalité augmentée, elle s'appelait Yu Parion. La grande prêtresse de l'ancienne capitale portait un nom similaire, Yu Tenion. Elle avait des cheveux d'un blanc immaculé et un sourire innocent et enfantin. C'était très différent de la sainte femme dont j'avais entendu parler au village des adeptes. Y avait-il 2 saintes femmes, peut-être? Alors, c'est vous le garçon dont parlait la déesse, monsieur?
La vieille sainte femme parla d'un ton enfantin. Par la déesse, vous voulez dire la déesse Parion? Oui, la vieille sainte femme hocha la tête. La déesse m'a dit de vous dire. Reste un moment sur cette terre. Combien de temps dure un moment, exactement? Espérons que ce ne soit pas à l'échelle d'un dieu. Je ne sais pas. Enfin, c'est utile. Mais je ne pense pas que ce soit si long, ajouta-t-elle. Alors ne vous inquiétez pas. Sur ces mots, la déesse vacilla et s'effondra sur le coussin du canapé, comme anémique. Madame, la prêtresse qui se tenait dans la chambre se précipita pour soutenir la sainte femme et lui prit le pouls. La prophétie de l'oracle est terminée. Je m'excuse, mais comme la sainte femme est en mauvais état. À l'instigation d'une autre Miko, mais tout aussi belle, que celle qui m'avait escortée à l'intérieur, je me retournai pour quitter la pièce. S'il vous plaît, sauvez-les. Une faible voix parvint à mes oreilles. On aurait dit la sainte femme, même si je n'en étais pas certaine, car elle était entourée de prêtresses et de Miko. Mais qui voulait-elle que je sauve? Chaque fois que la sainte femme communie avec la déesse, son esprit est affecté et elle parle et se comporte comme une jeune fille. Pourtant, elle est pleine d'une sagesse et d'une clémence que nous ne pourrions jamais comprendre. Je me demandais si cet effet était dû à l'influence de Parion, déesse enfantine. Ce n'était pas le cas de la grande prêtresse du temple de Tenion, à moins qu'elle ne soit influencée par Tenion et que je ne l'ai pas remarqué. Elle était assurément très douce et charmante pour une dame âgée. J'ai promis à la Miko de ne rien dire à personne et j'ai quitté le sanctuaire de la Sainte Femme.